La trahison de mon mari a été révélée pendant notre dîner d'anniversaire. Puis est venu le vrai choc, je l'ai démasqué. Et il a pété les plombs. Ce matin-là, le lave-vaisselle bourdonnait doucement et la lumière du soleil se répandait sur le sol impeccable de la cuisine. Juste un autre samedi tranquille. Mais c'est alors que je l'ai vu. Une seule tache de rouge à lèvres sur le bord d'un verre en cristal. Rose foncé, une teinte que je n'avais jamais portée. C'était subtil, presque innocent, mais cela ne m'appartenait pas. Je suis resté là, pieds nus sur le bois poli, tenant ce verre comme une arme chargée. Mon mari venait de partir, pile à l'heure, pour un autre brunch de réseautage. Il m'a embrassé sur la joue, m'a dit de ne pas m'inquiéter des finances, que je n'étais pas faite pour les chiffres. Puis il est parti, persuadé que je resterais là, silencieuse, prévisible, inconsciente. Mais ce rouge à lèvres a tout changé. Parce que pendant qu'il pensait que je pliais le linge et que j'oubliais, je me souvenais de tout et ce que j'ai trouvé ensuite, ce n'était que le début. Avant de nous plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, prenez un moment pour nous dire d'où vous nous regardez. Nous adorons voir comment nos histoires rassemblent des gens du monde entier. Vos commentaires créent une communauté où la narration prospère, et nous sommes très reconnaissants de vous avoir ici. Si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un instant. Maintenant, installez-vous confortablement et préparez-vous pour un voyage qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Commençons. C'était un samedi matin comme les autres dans la maison des Whitmore. Calme, ordonné, trompeusement paisible. Dehors, une brise de fin d'automne flottait à travers les érables qui bordaient la cour soigneusement taillée. À l'intérieur, le lave-vaisselle bourdonnait, son rythme interrompu de temps en temps par le bruit d'un moteur de voiture qui s'éloignait sur la longue allée. Derek était, comme toujours, à l'heure, parti avant que la journée ne commence vraiment. Réseautage client, avait-il dit en ajustant sa cravate, sans prendre la peine de lui dire au revoir. Il ne le faisait plus vraiment. Sandra se tenait à l'îlot de la cuisine, pieds nus sur le parquet brillant, regardant la dernière ondulation de la présence de Derek disparaître par la fenêtre. Le silence qu'il laissait derrière lui ne semblait pas reposant. Il semblait stratégique, comme si l'absence était devenue une sorte d'arme. Elle s'est tournée vers l'évier, a retroussé les manches de son doux cardigan gris et a commencé à rincer les verres en cristal de la veille. C'est alors qu'elle l'a remarqué, une légère trace de rouge à lèvres sur le bord d'un des verres. Rose tendre. Rien de ce qu'elle possédait ne correspondait à la teinte. Sandra s'est arrêtée, fixant la marque comme si elle lui murmurait un secret que seule elle pouvait entendre. Mais elle n'a pas bronché. Elle n'a pas fait de crise. Avec une précision méthodique, elle l'a essuyé, a séché le verre et l'a remis à sa place. Puis elle est restée immobile un instant de trop. Quelque chose avait changé, aussi légèrement soit-il. À l'étage, dans le petit bureau qui était autrefois le sien, Sandra a ouvert la bibliothèque et a attrapé un carnet relié en cuir noir. C'était une relique d'une autre vie, à l'époque où elle enseignait la macroéconomie à l'université. Avant que Derek ne lui suggère de prendre du recul avec grâce de sa carrière pour le bien de la famille, pour l'image. Elle a feuilleté les pages remplies de formules, d'études de cas, de notes griffonnées lors de conférences nocturnes. L'encre était passée, mais son esprit ne l'était pas. Cette femme, celle qui pouvait démêler les structures financières comme des fils, n'avait pas disparu. Elle était simplement devenue silencieuse. De retour en bas, la journée s'est déroulée avec une normalité rituelle. Sandra se déplaçait dans la maison comme une ombre d'elle-même, pliant le linge, gonflant les oreillers, coupant les légumes pour un dîner qu'elle savait qu'elle mangerait seule. Mais en fouillant dans le panier à linge de Derek, un morceau de papier plié est tombé. C'était un reçu. Hôtel Fairmont Copley Plaza, Boston. Chambre pour 2. Date, jeudi dernier. Sandra l'a regardé, le pouce stable. Derek lui avait dit qu'il était à New York, présentant à un fonds privé. Elle a tracé le nom de l'hôtel avec son doigt, puis s'est retournée et s'est dirigée calmement vers le bureau. Elle a ouvert son vieux carnet à une nouvelle page, a soigneusement collé le reçu en place, et en dessous, a écrit une seule ligne d'une écriture fine et délibérée. Incohérence numéro 1, reçu d'hôtel, prétendument à New York, a voyagé à Boston, compagnon inconnu. Elle a ajouté un petit point rouge dans la marge, son propre système privé pour marquer les divergences. Un point signifiait qu'elle avait remarqué, 2 signifierait un schéma, 3 signalerait un plan. Elle n'en a parlé à personne. Pas ce jour-là. Pas encore. Plus tard dans la soirée,
Sandra s'est assise sur le bord du lit qu'il partageait autrefois et a fixé son reflet dans la fenêtre sombre de la chambre. Son visage était serein, ses yeux immobiles. Il y avait une élégance tranquille dans la façon dont elle se tenait, même maintenant. Une pensée a surgi, non pas avec rage, mais avec clarté, une philosophie façonnée par des années de rejet silencieux et d'effacement lent. Pour survivre dans un système conçu pour vous oublier, une femme n'a pas toujours besoin de réagir. Parfois, elle a seulement besoin de se souvenir. Et sur ce, elle a fermé le carnet. Le sol sous ses pieds brillait toujours. Mais la femme qui se tenait dessus venait de commencer à aiguiser son regard. Les jours qui suivirent se passèrent dans un calme particulier, calme seulement en apparence. Une semaine s'était écoulée depuis que Sandra avait pressé le point rouge dans la marge de son carnet, marquant la première incohérence. Elle se mouvait dans les routines de sa vie avec la même grâce et la même immobilité, mais ses sens s'étaient aiguisés. Elle avait commencé à observer non seulement ce qui était dit, mais ce qui était soigneusement non dit. Derek rentrait plus tard que d'habitude, offrant des excuses désinvoltes qui semblaient répétées. Les réunions se sont prolongées, dit-il un soir, entrant en coup de vent juste après 23 heures, enlevant son blazer avec un charme exercé. Sandra, assise avec un livre dont elle n'avait pas tourné une page depuis 20 minutes, se leva pour l'accueillir comme elle le faisait toujours. Mais en se penchant, son nez capta quelque chose de faible mais d'incontesté, un parfum doux et musqué accroché à son col. Floral, jeune, pas le sien, pas quelque chose qui appartenait à la traînée de parfums d'une salle de conseil d'une société financière. Elle ne dit rien, sourit simplement faiblement, hocha la tête à son baiser à contre-cœur, et s'excusa sous prétexte de somnolence. Mais cette odeur persista dans son esprit longtemps après que la chambre se soit obscurcie. Le lendemain matin, après le départ de Derek pour le travail, un peu plus tôt que nécessaire, remarqua-t-elle, Sandra récupéra le reçu de l'hôtel du tiroir où elle l'avait rangé. Elle s'assit à son bureau dans le bureau à l'étage, la lumière du soleil réchauffant le parquet sous ses pieds. Lentement, elle examina à nouveau les détails. Le total était excessif pour un séjour d'une nuit. Et là, inscrit clairement sous les détails de la réservation, il y avait un deuxième nom, Talia Reid. Son cœur ne bondit pas. Il ne palpita même pas. Il s'installa simplement. Talia Reid. Elle se souvint immédiatement du nom. L'architecte d'intérieur dont Derek avait fait l'éloge il y a un an lors de la rénovation de sa suite de bureaux au centre-ville. Un génie de l'espace, l'avait-il appelé. Apparemment, elle devenait également assez familière avec l'emploi du temps personnel de Derek. Sandra fixa le nom un instant de plus, puis attrapa le téléphone. Sa voix était calme, exercée. Bonjour. J'étais une ancienne cliente de Madame Reid. Je voulais prendre un rendez-vous de suivi. Est-elle revenue de son voyage? L'assistante à l'autre bout du fil gazouilla sans hésitation. Oui, elle vient de rentrer de Boston. Elle était absente toute la semaine dernière pour un projet avec un associé de longue date, Derek Whitmore, je crois que c'était son nom. Sandra sourit. C'est utile. Merci. Clic, elle resta assise quelques instants, puis imprima le reçu, téléchargea une copie de l'enregistrement de l'appel depuis l'application de journal automatique de son téléphone, merci, Marian, pour ce conseil, et plia tout soigneusement. Elle les ajouta au carnet noir. Un autre point rouge. Cette fois, le cercle était plus sombre, plus ferme, moins une notation et plus une déclaration. Elle savait. Pourtant, elle ne dit rien à Derek, l'homme qui riait facilement, qui pensait opérer derrière une vitre dépolie alors qu'en réalité il était sous un microscope. Quelques nuits plus tard, Sandra pliait le linge à l'étage. La lampe près du lit projetait une douce lueur, rendant les ombres douces. Alors qu'elle plaçait les chemises de Derek en piles bien nettes, quelque chose glissa sur le parquet depuis le tiroir de sa table de nuit. Un petit bout de papier plié. Une ordonnance. Elle la ramassa. Son nom, Sandra Whitmore. Le médicament, lorazépam, faible dose, un anxiolytique prescrit par un médecin, et Emile Harris, un nom qu'elle ne reconnaissait pas. Elle cligna des yeux devant le papier, l'incrédulité hochant lentement la tête dans ses entrailles. Elle n'avait jamais demandé cela, n'avait jamais mis les pieds dans le bureau d'un psychiatre au cours des 5 dernières années. Pourtant, le voici, dans son tiroir, sous sa montre. Elle scanna la date, il y a 2 semaines, juste après leur dispute animée où elle avait haussé la voix une seule fois parce qu'il était injoignable un vendredi soir. Il avait haussé les épaules, l'avait traitée de dramatique, lui avait dit qu'elle devait mieux prendre soin d'elle.
Tu es juste dépassé, avait-il dit avec ce sourire narquois caractéristique. Tu devrais te reposer davantage. Sandra tenait l'ordonnance entre ses doigts comme si c'était quelque chose de radioactif, quelque chose qui pouvait se transformer en une histoire dont elle n'avait pas accepté de faire partie. Elle s'assit sur le bord du lit, le poids de l'implication s'écrasant à travers ses côtes. Ce n'était pas seulement une tromperie. Ce n'était pas de la négligence émotionnelle. C'était une préparation, un prétexte, une histoire qui se façonnait dans son dos. Une histoire où elle était instable, inapte, délicate, un récit qu'il pouvait vendre. Elle le voyait maintenant entre les mains du mauvais juge. Une ordonnance comme celle-ci, fabriquée ou non, pouvait être transformée en un diagnostic, une base pour une décision de garde, ou pire, pour une demande d'incapacité financière. Une qui pourrait la priver de sa voix, de ses droits, de son nom. Elle plaça le bout de papier dans une pochette en plastique et le glissa doucement au dos de son carnet. Pas de point rouge cette fois. Elle traça une fine ligne noire sous l'entrée à la place. Un nouveau type de symbole, un qui signifiait « menace détectée, yeux ouverts ». De retour dans le couloir, elle s'arrêta près du cadre de la porte et regarda dans la chambre assombrie. La présence de Derek persistait encore dans le tissu de la pièce. La propreté qu'il exigeait, le livre qu'elle ne lisait plus à voix haute, la table de nuit qui contenait maintenant des morceaux de sa propre ruine. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Mais quelque chose en elle se stabilisa, se durcit, une nouvelle couche se formant sous sa peau, une préparation, murmuraient ses pensées, non pas de peur, mais de prévoyance. S'il peut manipuler une ordonnance, que peut-il contrôler d'autres? Et juste comme ça, l'épouse silencieuse devint une sentinelle silencieuse, observant, archivant et, pour la première fois, planifiant. Le dîner était calme comme toujours. Le bourdonnement du lave-vaisselle était devenu une bande-son familière de leur soirée en semaine, se mêlant au léger cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine. Une lumière ambrée et chaude se déversait de la lampe suspendue au-dessus de la table à manger, donnant l'illusion d'une atmosphère chaleureuse. Mais sous la surface, quelque chose se fissurait. Derek était de bonne humeur, son ton pétillant d'excitation alors qu'il se servait des pommes de terre rôties dans son assiette. Cette nouvelle entreprise va tout changer, dit-il en faisant tourner son vin avant de prendre une gorgée. C'est à la pointe, un vrai potentiel de rendement. Exactement le genre de chose qui fait saliver les investisseurs institutionnels. Sandra, de l'autre côté de la table, hocha la tête et offrit un petit sourire neutre. Elle attrapa le saladier, les mains stables, la voix douce. Ça a l'air prometteur. À quelle entreprise est-ce lié? Il y eut une pause, brève mais chargée. Derek leva les yeux, ses yeux se plissant légèrement avant de se radoucir à nouveau en un gloussement de façade. Il posa sa fourchette, s'adossa et lui lança ce sourire condescendant qu'elle connaissait trop bien. « Ma chérie, n'allons pas sur ce terrain, » dit-il en agitant la main comme pour écarter la question d'un enfant. « Tu es brillante avec les livres, mais la finance n'est pas vraiment ton truc. Tu n'apprécierais pas les méandres de la structure du capital. » Il reprit son verre, manifestement satisfait de lui-même, ne remarquant pas comment le commentaire atterrit comme une pierre entre eux. Sandra baissa les yeux sur son assiette, les joues légèrement rougies, non pas d'embarras, mais de la brûlure familière d'être à nouveau rabaissé. Plus tard dans la soirée, Derek disparut sous la douche. Son téléphone laissé en charge sur la table de nuit. Le bruit de l'eau courante résonnait dans le couloir. Sandra attendit 3 minutes, juste assez de temps pour s'assurer qu'il était profondément dans sa routine avant de se glisser tranquillement dans le bureau à domicile. La lampe de bureau projetait un cône de lumière étroit sur le clavier. Elle ouvrit le vieil ordinateur portable posé à côté de l'imprimante, celui qu'ils partageaient lorsqu'ils étaient jeunes mariés, avant que Derek n'insiste pour séparer le travail et la vie privée. Alors qu'il s'allumait, son cœur battait non pas de peur, mais d'une intention concentrée. Elle entra les anciens identifiants de messagerie, s'attendant à moitié à être bloqué, mais l'écran s'anima. Il n'avait jamais changé le mot de passe. Sandra se déplaça rapidement, fouillant dans les dossiers archivés, les spams, tout ce qui était étiqueté « finance » ou « participation ». Et c'est là qu'elle le vit. Un message d'une banque privée confirmant la création d'un nouveau compte sous le nom de DW Capital Subholding. La date, il y a un peu plus de 6 mois. Elle cliqua sur le fil de discussion, ses yeux se plissant alors qu'elle parcourait les journaux de transactions. De grosses sommes se déplaçant entre des entités corporatives intraçables, de l'argent canalisé avec une précision calculée. Silencieusement, elle imprima les dossiers, une copie papier, une copie PDF.
Le PDF, elle l'envoya à l'adresse email anonyme que Marian l'avait aidé à créer, et hébergée sur un serveur offshore sécurisé. Avant de fermer la boîte de réception, elle a signalé 2 autres emails. L'un d'un cabinet de conseil en boutique, l'autre d'une vague facture intitulée uniquement Windsor revient au groupe. Les 2 sentaient mauvais. De retour dans la chambre, elle ouvrit son carnet. Sur une page blanche, elle écrivit « DW Capital Subholding, non déclaré dans les actifs communs. Activité suspecte, transactions incompatibles avec les revenus déclarés. » Elle plaça un autre point rouge à côté de l'entrée. Ferme, délibérée, de la même manière qu'elle corrigeait les copies à l'époque où elle était encore le docteur Sandra Whitmore dans sa salle de conférence, commandant une salle. Maintenant, elle cartographiait un autre type de programme, un où chaque point rouge marquait une fracture dans la vie soigneusement entretenue que Derek avait construite au sommet de la tromperie. Mais la nuit n'était pas encore terminée. Poussée par un instinct qu'elle ne pouvait plus ignorer, Sandra se rendit au classeur et récupéra le contrat de mariage qu'ils avaient signé 2 ans après leur mariage. À l'époque où les choses étaient encore tendres, à l'époque où Derek disait « ce n'est qu'une formalité. Je te fais confiance pour tout ». Elle plaça sa copie à côté du fichier numérique qu'elle venait de trouver dans l'archive email de Derek. À première vue, ils semblaient identiques. Même police, même mise en page. Mais Sandra avait enseigné à assez d'étudiants pour savoir que les vraies divergences ne crient jamais. Elle chuchote. Le voici. Une seule phrase ajoutée dans une nuance de noir légèrement différente. Tous les actifs dérivés d'investissements individuels, y compris les comptes de retraite ou les entreprises financières à haut risque, resteront la propriété exclusive de l'investisseur. Cela n'était pas dans la version qu'elle avait signée. Elle en était certaine. Elle se souvenait d'avoir examiné chaque clause. Elle se souvenait même d'avoir interrogé Derek sur les stipulations relatives à la retraite. Elle retourna à sa propre version signée. Rien, pas un mot de cette exemption. Son pouls resta calme. Elle attrapa son stylo et prit une note détaillée dans son carnet. Discrépance de clause de contrat de mariage. Preuve de modification post-signature. Date de l'original, 14 avril. Version numérique modifiée, 2 juin. Ce n'était pas de la négligence. C'était de la stratégie. Elle resta tranquillement un moment, les documents étalés devant elle comme des pièces sur un échiquier. Son regard se leva vers la photo de mariage au-dessus de la bibliothèque. Derek avait insisté pour l'encadrer. Une toile de 11x14 souriant devant le lac Léman, les bras l'un autour de l'autre, inconscients de ce qu'ils étaient devenus. Mais ce soir, en regardant l'image, elle vit quelque chose de différent. Elle ne voyait pas un couple. Elle ne voyait pas une union. Elle se voyait debout à côté d'un homme qui avait lentement remplacé le partenariat par la manipulation, la confiance par le silence, l'amour par le contrôle. Sandra ne bougea pas. Elle ne pleura pas. Elle fixa simplement jusqu'à ce que ses yeux s'adoucissent. Non pas de chagrin, mais de clarté. Pendant si longtemps, elle s'était convaincue que rester silencieuse était un acte de préservation. Maintenant, elle savait mieux. Il ne s'agissait plus de sentiments blessés ou de fierté. Il s'agissait de survie, juridique, financière, émotionnelle, et elle ne se permettrait pas d'être effacée de sa propre vie. Elle ferma l'ordinateur portable, plia les papiers, les glissa dans son dossier, puis dans le tiroir doublé de mousse pour une fermeture silencieuse. Demain, elle appellerait Marian. Ce soir, elle se souviendrait des mots que Derek avait dit avec un sourire. Ne t'inquiète pas pour les finances. Et elle répéterait sa réponse, non pas à voix haute, mais à elle-même. Je ne m'inquiète pas. Je regarde. L'odeur de l'espresso fraîchement moulu et de la cannelle chaude tourbillonnait dans les coins tranquilles du café de la vieille ville. C'était le genre d'endroit conçu pour garder des secrets. Plafond bas, éclairage tamisé, table en bois marquée par des années d'histoire et un jazz doux s'échappant de haut-parleurs cachés. Dehors, le vent faisait danser les feuilles qui tournaient. Le trottoir était tacheté de confettis dorés et rouille délavée. Sandra était assise à une table d'angle près du fond, son manteau toujours drapé sur ses épaules, les mains enroulées autour d'une tasse de thé devenue tiède. Ce n'était pas une visite sociale, bien que l'air portait la familiarité d'une telle visite. Quand Marian Colès est arrivée, elle ne s'est pas pressée. Elle a immédiatement repéré Sandra, a offert un sourire subtil et s'est glissée sur le siège en face d'elle avec le genre de grâce qui ne demandait pas l'attention, mais la réclamait naturellement. Elle n'avait pas beaucoup changé depuis l'université. Toujours le regard vif,
toujours tirée à 4 épingles d'une manière qui suggérait qu'elle n'avait pas seulement maîtrisé le droit, mais qu'elle l'avait aussi déjoué plusieurs fois pour protéger quelqu'un qui en avait besoin. Elles ont échangé une brève étreinte, une chaleur polie, mais il n'y a pas eu d'exclamation joyeuse, pas de bavardage. Il ne s'agissait pas de nostalgie. Sandra a fouillé dans son sac fourre-tout et, avec une lente délibération, a posé 3 objets sur la table entre elles, une copie du contrat de mariage, le reçu de l'hôtel Fairmont Copley Plaza et l'ordonnance qu'elle avait trouvée cachée dans la table de nuit de son mari. Sa voix, quand elle a finalement parlé, était basse et stable. C'est ce que j'ai jusqu'à présent. Elle a expliqué chaque pièce à Marian, comment elle les avait découvertes, ce qui avait été dit, ce qui ne l'avait pas été. Ses mots étaient précis, sans émotion, mais ses yeux la trahissaient. Toujours à vif, toujours hanté. Marian n'a pas interrompu. Elle hochait la tête de temps en temps, l'avocate en elle classant déjà les pièces dans une structure, formant des angles d'attaque derrière un visage composé. Quand Sandra a eu fini, Marian s'est légèrement penchée, les doigts tapotant le bord du contrat de mariage. Tu sais, dit-elle doucement, si cette clause sur les exemptions financières a été ajoutée après que tu aies signé, cela pourrait être considéré comme un faux. Si nous pouvons prouver qu'il a été modifié après la signature, tout le document pourrait être rejeté. Sandra a fait un petit signe de tête. Je le pensais, mais je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive. Marian s'est ensuite tournée vers l'ordonnance. Et ça, a-t-elle demandé. La bouche de Sandra s'est crispée. Je n'ai jamais vu ce médecin. Je n'ai jamais demandé ce médicament. C'était dans son tiroir avec mon nom dessus. La date correspond à une dispute que nous avons eue. Il m'a dit que j'étais trop sensible, que j'avais besoin de repos. Les yeux de Marian se sont assombris. Si cela visait à peindre un tableau de santé mentale, surtout en prévision de procédures judiciaires, c'est au mieux de la manipulation psychologique. Si nous pouvons prouver une coordination avec le médecin, peut-être même une conspiration en vue de commettre une fraude. Sandra n'a pas bronché. Elle n'était pas là pour être réconfortée. Elle était là pour se préparer. Plongeant dans la poche de son manteau, Sandra a sorti une fine clé USB noire et l'a tendue sur la table. Copie numérique du contrat de mariage. Métadonnées intactes, je pense. Peux-tu vérifier? Marian l'a glissé dans son ordinateur portable, attendant que le fichier se charge. Ses sourcils se sont froncés en faisant défiler, puis elle a cliqué sur les propriétés du document. Le voici, a-t-elle murmuré, presque pour elle-même. Dernière modification, 6 semaines après votre date de signature, et une seule fois. C'est un signal d'alarme, Sandra. Ce n'est pas une mise à jour occasionnelle. C'est intentionnel, caché et enterré dans une clause qui ne signifierait rien pour quelqu'un qui ne lit pas avec une précision juridique. Sandra a laissé échapper un souffle. Pas de soulagement, pas de peur, juste une validation silencieuse. Alors j'avais raison, a-t-elle dit. Il construit quelque chose autour de moi. Marian a fermé l'ordinateur portable et l'a regardé droit dans les yeux. Alors nous allons commencer à construire quelque chose autour de lui. Elle a sorti un mince bloc-notes et a griffonné quelques instructions, des suggestions techniques, des outils juridiques. Puis elle a fait une pause. À partir de maintenant, tout ce qu'il te dit, absolument tout ce qui te semble étrange, tu l'enregistres. L'Illinois est un État à consentement unilatéral. Si tu es dans la conversation, c'est recevable. Sandra a hoché la tête, cherchant déjà dans son sac. J'ai téléchargé une application. On peut étiqueter les enregistrements avec des catégories, émotions. Rouge pour le danger, jaune pour le soupçon, bleu pour jouer l'idiote. Marian a souri. Tu as toujours été en avance sur ton temps. Sandra a rendu le sourire faiblement, mais son esprit était déjà ailleurs, traçant, calculant. Pendant les 6 semaines suivantes, elle deviendrait une collectionneuse de moments, de mots, de tons, de timing et de contexte. Elle parlerait moins, écouterait plus, et derrière chaque silence se trouverait le tic-tac d'une montre remontée étroitement autour d'une intention. Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas encore. Il s'agissait de preuves, de stratégie, de positionnement. La transformation de Sandra avait commencé, non pas avec un bang, mais avec un dossier, une clé USB et une femme prête à se croire à nouveau. Elles ne sont pas restées longtemps. Marian avait un autre client ce soir-là. Sandra avait une maison à retrouver, une performance à maintenir. Quand elles se sont levées pour partir, Sandra a tendu la main,
mais Marian l'a prise dans une étreinte brève et stable. « Tu fais tout ce qu'il faut », a murmuré Marian. « Et tu n'es pas seule dans cette épreuve. » Sandra a offert un remerciement silencieux, puis a glissé son manteau sur ses épaules et s'est tournée pour partir. À la porte, elle s'est arrêtée, a regardé la table, maintenant débarrassée de ses plans de bataille silencieux. Puis elle a murmuré, non pas pour que Marian l'entende, ni même pour elle-même, mais comme une promesse pour le chemin à venir. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais je le sais. Je ne le laisserai pas être oublié. Le restaurant était aussi impeccable que les personnes qui y étaient assises. Des hauts plafonds garnis de feuilles d'or, des lustres en cristal dégoulinant d'élégance et une douce lumière de bougies vacillant sur des serviettes parfaitement pliées. Du jazz italien fredonnait doucement sous le bourdonnement des conversations, tandis que des serveurs en gilet noir se faufilaient silencieusement entre les tables. Le dîner de Derek occupait la salle privée à l'arrière, un espace exclusif avec vue sur la ligne d'horizon de Chicago, destiné à impressionner les investisseurs et à sceller des accords discrets autour d'un tiramisu. Sandra était assise à côté de lui, vêtue d'une robe portefeuille bleu marine et de talons bas, les cheveux relevés en un chignon discret. Elle disait peu de choses, souriait lorsque c'était approprié et passait la corbeille à pain au besoin. Son rôle lui avait été assigné sans parole, l'épouse posée et solidaire qui savait quand se taire. Les autres autour de la table, tous des hommes sauf une, étaient des capital risqueurs, des conseillers de fonds spéculatifs, des fondateurs de start-up, et l'exception, Talia Reid, que Derek a présenté avec un sourire éblouissant comme une conseillère informelle sur notre volet développement durable. Elle a été incroyablement utile pour façonner la vision de la technologie verte. Le rire de Talia scintillait comme ses boucles d'oreilles en diamant. Elle a pris sa place en face de Sandra, et la conversation s'est rapidement tournée vers les chiffres, les sorties et les projections. Sandra a siroté son vin, écoutant sans réagir. Ce n'est qu'à l'arrivée du troisième plat, un osso bucco sur risotto au safran, que la première pique verbale est arrivée, emballée dans un faux charme. « J'ai toujours envié Sandra », a déclaré Talia, les yeux pétillants d'une sincérité feinte en levant son verre. Pouvoir vivre une si belle vie sans jamais avoir à se soucier des flux de trésorerie doit être libérateur. Ne pas avoir de rapport trimestriel qui vous respire dans le cou. Le rire qui a suivi était poli, teinté d'un certain malaise. Sandra a souri faiblement, n'a rien dit. Elle avait été dans assez de salles comme celle-ci pour savoir que le silence, bien placé, pouvait être plus fort que n'importe quelle répartie. Derek a gloussé, posant sa fourchette comme si le commentaire de Talia avait débloqué un souvenir. Oh, et ne me lancez pas sur sa première tentative de comprendre l'amortissement fiscal, a-t-il dit en souriant aux autres. Elle m'a demandé pourquoi nos actifs perdaient de la valeur sur le papier s'ils n'étaient pas égratignés ou cassés dans la vraie vie. La table a éclaté de rire. Même le serveur a souri. Quelqu'un est intervenu. Attends, elle a enseigné l'économie, n'est-ce pas? Plus de rire. Sandra a baissé les yeux, a laissé ses épaules s'affaisser légèrement et a poussé un petit rire. Personne n'a remarqué sa main gauche glisser sous la table, les doigts effleurant l'écran de son téléphone. Elle a tapé 2 fois sur l'application d'enregistrement. Elle a commencé à enregistrer chaque mot, chaque inflexion, chaque gloussement partagé à ses dépens. Plus tard dans la nuit, alors que Derek s'endormait sans excuse ni affection, Sandra était assise dans la chambre d'amis avec son ordinateur portable et ses écouteurs. Elle a réécouté l'enregistrement, son expression indéchiffrable. Elle a transcrit tout l'échange à la main. Chaque blague cruelle, chaque commentaire dénigrant, chaque fois que son intellect avait été réduit à une boutade. La transcription, ainsi que le fichier audio, a été téléchargé sur le compte email sécurisé que Marian avait créé pour elle. Il a été catalogué sous l'étiquette jaune, dénigrement verbal, en groupe. Puis elle a ouvert une feuille de calcul. Les chiffres n'étaient pas aléatoires. Elle avait déjà vu ces chiffres il y a des semaines, lorsqu'elle avait trouvé l'email de confirmation pour DW Capital Subholding. Mais maintenant, avec le contexte et le temps, des schémas ont commencé à émerger. Sandra a recréé le réseau d'investissement de Derek sur papier, utilisant des flèches et des surligneurs pour marquer les groupes de transactions et les cycles de rendement. Et c'est là qu'elle l'a vu, une anomalie. Une boucle de fonds se déplaçant à travers une entité nommée Windsor Subholding, entrant et sortant des comptes de DW Capital comme un cycle de blanchiment. Le nom n'était jamais apparu dans aucun des dépôts ou mises à jour financières divulgués par Derek. Elle a suivi la piste, transaction par transaction, jusqu'à arriver à un virement effectué à peine 2 semaines plus tôt. $185 000 virés sur un compte basé au Delaware.
Le destinataire, Tegrides Holdings. Sandra s'est adossée à sa chaise, les yeux grands ouverts mais sans ciller. Thalia n'était pas seulement la conseillère informelle charmante et pleine d'esprit. Elle faisait partie du système. Une société écran portant son nom, recevant des fonds inexpliqués du pool d'investissement que Derek construisait activement sous le nez de Sandra. Non, ce n'était pas seulement de l'adultère. C'était de la coordination, peut-être de la fraude. Elle n'avait pas encore la preuve légale, pas le genre qui pourrait tenir seul devant un tribunal. Mais le chemin s'éclairait. Ses instincts étaient passés de l'épouse blessée à la stratège calculatrice. Elle a ouvert son carnet. 2 nouveaux points rouges ont rejoint le registre. Un à côté de Windsor Subholding, un autre à côté de Tegrides Holdings. Aucune larme n'est venue. Aucune piqûre de trahison ne lui a brûlé la poitrine. Cette partie d'elle avait été cautérisée. Ce qui restait, c'était la concentration. Sandra comprenait maintenant qu'elle n'était pas simplement le public de sa propre ruine. Elle en était l'historienne, l'archiviste, l'observatrice silencieuse qui voyait chaque faux pas et enregistrait chaque insulte jusqu'au jour où le silence ne serait plus soumission mais stratégie. Et dans l'intimité de cette heure de minuit, entourée de chiffres, de lignes et de murmures de vérité, une femme autrefois ridiculisée comme « juste la prof » a commencé à réécrire l'histoire que personne ne la pensait capable de raconter. La maison était silencieuse, étrangement silencieuse. Le genre de silence qui ne s'installe profondément dans ses os qu'après minuit, lorsque même les tuyaux retiennent leur souffle. En bas, l'horloge grand-père a émis un doux tic-tac. Chaque seconde qui passait résonnait faiblement contre les murs. Au fond du couloir, derrière une porte entr'ouverte, une lueur ambrée et chaude filtrait par la fente. Derek se tenait seul dans son bureau à domicile. La lampe jaune sur son bureau projetait de longues ombres sur le parquet en chêne, mais c'est le miroir sur le mur du fond qui retenait son attention. Il ajustait le col de sa chemise, le lissant avec une fierté délibérée alors qu'il parlait dans le casque Bluetooth accroché à son oreille. Le reflet qui lui faisait face ne sciait pas, ne vacillait pas, elle est gérable, dit-il avec un rire sec. Honnêtement, je pense qu'elle croit que les vitamines que je lui ai données sont une ordonnance. Quelques pilules molles, une petite suggestion, et pouf, plus de drame. Il sourit, inspectant la coupe de son blazer. Nous devons juste la garder docile un peu plus longtemps. Quelques mois de plus et tout est bouclé. Derrière la porte, dans le couloir sombre, Sandra se tenait pieds nus, silencieuse. Elle ne bougeait pas, ne respirait pas trop fort. La poche de son manteau contenait son téléphone, déjà en train d'enregistrer. Le point rouge clignotant sur l'écran verrouillé pulsait comme un battement de cœur. Silencieux, invisible, indéniable. Le lendemain matin, bien avant que Derek n'ait son deuxième expresso et ne jette un coup d'œil au marché, Sandra travaillait déjà. Elle était assise dans le bureau, les stores baissés. La lumière du matin était adoucie en un gris sourd. Elle a écouté l'enregistrement avec des écouteurs et a transcrit chaque mot. Ses mains ne tremblaient pas. Son pouls ne s'accélérait pas. Ce n'était pas un choc. C'était de la collecte de données. Une fois le fichier sauvegardé et horodaté, elle a rédigé un email au comptable judiciaire que Marian lui avait présenté, spécialisé dans les litiges sur les actifs matrimoniaux et la mauvaise conduite financière. Avec le fichier audio, elle a joint une compilation de diagrammes de flux de trésorerie, de cartographie de sociétés écrans et de registres de mouvements de DW Capital. Elle a appuyé sur envoyer sans cérémonie. 2 jours plus tard, le rapport est arrivé. L'objet indiquait « Drapeaux rouges immédiats, violation présumée de employé retirement Income Security Act ». Derek, il s'est avéré, n'avait pas simplement créé des comptes secrets. Il était allé plus loin, convertissant le compte de retraite de Sandra, qui était légalement protégé par les lois sur les actifs matrimoniaux, en un véhicule d'investissement privé à haut risque. Pas de divulgation, pas de signature, pas de consentement. La classification qu'il a utilisée signifiait que le fonds n'offrait plus de rendement garanti et, pire encore, pouvait légalement disparaître en cas de mauvais investissement. Le comptable a inclus une page de résumé marquée de surlignage rouge vif. La réaffectation unilatérale d'un actif de retraite sans l'approbation documentée du conjoint viole la loi employé retirement Income Security Act, responsabilité pénale potentielle et confiscation civile applicable sur preuve de mauvaise conduite. Sandra s'est adossée à sa chaise, lisant la ligne 3 fois. La voici. Pas une supposition, pas un soupçon. La preuve. Il ne l'avait pas seulement trahi émotionnellement. Il avait commis un vol légal. Et maintenant,
Tout était documenté, enregistré, tracé, classé. Elle s'est tournée sur sa chaise et a sorti un vieux manuel de ses années universitaires, La criminalité financière moderne dans les relations domestiques. C'était une lecture obligatoire dans l'un des cours avancés qu'elle enseignait autrefois. Elle ne l'avait pas touché depuis des années. Elle a ouvert le livre à un chapitre corné et a commencé à écrire dans les marges. Comportement, conversion d'actifs non autorisés. Violation, section 404. Preuve, appel téléphonique enregistré daté du MJ. Soutien, analyse des transactions judiciaires, PDF page 4 à 12. Elle a passé en revue les infractions de Derek de la même manière qu'elle guidait autrefois les étudiants à travers des études de cas réels. Méthodique, précise, analytique. Sandra ne collectait plus de preuves. Elle organisait une exposition juridique. Elle a rempli la moitié d'un carnet ce matin-là, recoupant les emails avec les horodatages, créant une chronologie, annotant chaque phase d'abus financier avec les statuts correspondants. Elle a commencé à étiqueter chaque dossier sur son bureau, non pas avec peur, mais avec contrôle, journaux vocaux, cartographie d'actifs, divergence de contrats. En milieu d'après-midi, son bureau ressemblait moins à un bureau à domicile qu'à une salle de guerre. Stratégiquement ordonnée, armée de faits. Elle ne se sentait plus comme une victime. Plus maintenant. Elle avait autrefois été l'épouse silencieuse, rabaissée, ridiculisée, gérée. Mais maintenant, elle était celle qui tenait le grand livre, celle qui décodait le plan de la trahison, celle qui avait transformé le réseau de tromperie de Derek en une machine cartographiée et recoupée, conçue pour la justice. Ce soir-là, Sandra ne s'est arrêtée qu'une seule fois. Elle se tenait de nouveau dans le couloir de l'étage, comme avant. La porte du bureau de Derek était maintenant ouverte, et le miroir était toujours suspendu au même endroit. Derek était à l'intérieur, faisant défiler son téléphone, ignorant sa présence derrière lui. Son visage brillait du bleu d'un écran, illisible. Sandra a regardé au-delà de lui, au-delà de l'homme lui-même, et dans le reflet à la surface du miroir. Elle l'a vu ajuster son col comme avant, a vu la posture contrôlée, l'air satisfait de lui, mais cette fois, elle ne s'est pas sentie petite en le regardant. Elle ne se sentait pas non plus mariée. Elle se sentait préparée. Pour la première fois depuis longtemps, elle l'a vu pour ce qu'il était vraiment. Pas un mari, pas un cerveau, juste un homme répétant pour le pouvoir dans une pièce pleine d'ombre. Et Sandra, elle était celle qui tenait la lumière. La lueur des lustres projetait de douces flaques de lumière dorée sur les sols en marbre du domaine des Whitmore. Dehors, l'allée scintillait de berlines de luxe. À l'intérieur, l'air était rempli du bourdonnement feutré d'un piano classique, du cliquetis des verres et de la cadence basse et délibérée d'hommes polis en costume parlant de capital. La soirée était sur mesure, chaque détail organisé pour l'élégance, le pouvoir, la persuasion. Sandra se tenait près du fond du hall, sa robe d'un gris argenté discret, modeste et ajustée. Ses talons étaient bas, son sourire subtil. Elle se fondait dans la pièce comme du papier peint, agréable, oubliable, imperturbable, mais elle remarquait tout. La fête avait été présentée comme un dévoilement stratégique de la nouvelle entreprise de Derek, l'initiative verte de DW Capital, une structure d'investissement supposément révolutionnaire visant le développement durable. La liste des invités était sélective. Des investisseurs de premier plan, des dirigeants de Capital Investissement, quelques vieux amis qui gravitaient dans des cercles puissants, 30 personnes, plus ou moins. Tous ceux qui comptaient pour le prochain coup de Derek. Sandra a été présentée comme prévue comme Madame Whitmore, pas Docteur Whitmore, pas professeur, pas même Sandra, juste la figure silencieuse et souriante qui aidait à brosser un tableau de stabilité domestique pour les investisseurs qui préféraient financer des hommes avec des vies ancrées. Sa présence était ornementale, rien de plus. Sa place était fixée à l'extrémité de la longue table ovale du salon principal, loin du centre du pouvoir. La conversation dérivait vers elle, mais ne l'incluait jamais. Elle n'entendait son nom qu'en passant, parfois enveloppé de compliments déguisés. Elle est si gracieuse. Ne fait jamais de vagues. Le genre de femme que vous voulez derrière, pas à côté d'un homme. Pendant ce temps, Talia Reid était assise juste à la droite de Derek, drapée de soie émeraude, sa voix portée sur des tons confiants. Derek l'a présentée avec panache comme « notre partenaire stratégique en design », soulignant à quel point elle avait été essentielle à la marque visuelle et spatiale du projet à venir. Sandra a siroté son champagne, observant le théâtre se dérouler. Elle n'était pas en colère, plus maintenant. Elle étudiait le décor. Plus tard dans la soirée,
lorsque l'énergie a atteint son paroxysme avec le discours signature de Derek, la salle s'est calmée. Tout le monde s'est rassemblé près de l'écran de projection alors qu'il levait son verre et commençait. Ce n'est pas simplement un autre fonds d'investissement, a-t-il dit doucement. C'est un plan pour une structure plus légère et plus réactive, une qui prospère sur la clarté, l'innovation et la stabilité. Il a fait une pause, souriant de ce même sourire charismatique qui avait autrefois charmé Sandra au point de le croire. Puis est venue la phrase qu'il avait clairement répétée. Et bien sûr, a-t-il ajouté, pour permettre cette évolution, il y aura également une certaine restructuration au sein de mon système de soutien personnel. Certains membres de la famille se retirent temporairement des rôles de propriétaires d'entreprise pour se concentrer sur leur bien-être. Il y a eu une seconde de silence pesant. Quelques regards se sont tournés vers Sandra. Quelqu'un a gloussé poliment, une déviation nerveuse, mais Sandra n'a pas bronché. Elle l'a capté. La formulation, le timing, le sous-entendu indubitable. Derek plantait la graine qu'elle était instable. Se retirant, peut-être même incapable. Il lançait en douceur son retrait sous le couvert de la compassion. Elle s'est excusée et s'est dirigée vers le patio arrière, laissant l'air frais se presser contre sa peau comme un bouton de réinitialisation. C'est alors qu'elle a senti une présence à côté d'elle. Un homme, fin de la quarantaine, blazer déboutonné, verre à la main, s'est approché lentement. Sa voix était basse. « Je ne devrais probablement pas dire ça », a-t-il commencé, les yeux tournés vers l'avant. Mais Derek prévoit de déposer une déclaration sous serment psychiatrique la semaine prochaine. Il prétend que vous souffrez de dissociation. J'ai vu le brouillon. Il utilise son médecin privé. Sandra a inspiré lentement, absorbant les mots comme un tonnerre sourd roulant à l'horizon. Elle a regardé l'homme et, au lieu de réagir, a simplement hoché la tête. « Merci », a-t-elle dit doucement, de me l'avoir fait savoir. Il n'y a pas eu de panique, pas de confrontation. Au lieu de cela, Sandra est rentrée avec la même grâce qu'elle avait portée toute la nuit. Mais maintenant, ses yeux étaient plus vifs, calculateurs. Elle n'a pas parlé à Derek. Elle n'a pas confronté Talia. Au lieu de cela, elle s'est déplacée de pièce en pièce comme le ferait une hôtesse, s'assurant que les traiteurs étaient coordonnés, que les boissons coulaient, que les invités se sentaient vus. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce sont ses yeux traçant le plafond, notant où les caméras avaient été installées. Ils n'ont pas vu son observation de la cave à vin verrouillée à côté du bureau de Derek, les frappes horodatées sur l'écran multimédia, ou le léger scintillement du routeur derrière la bibliothèque. Elle parcourait le champ de bataille, marquant discrètement les sorties. Plus tard, alors que la soirée commençait à se terminer, Derek est de nouveau sorti, cette fois avec un capital risqueur de Seattle, perdu dans le frisson de présenter un projet immobilier neutre en carbone. Sandra s'est glissée dans la mini-bibliothèque. La porte s'est refermée derrière elle avec une douceur qui témoignait d'un silence exercé. Sur le bureau, l'ordinateur portable de Derek était toujours allumé, toujours connecté au tableau de bord d'administration de DW Capital. Il avait présenté des diapositives plus tôt, et dans son arrogance, ou peut-être juste par habitude, il ne s'était pas déconnecté. Sandra a branché la clé USB qu'elle portait dans sa pochette, les doigts stables, la respiration courte. En quelques instants, elle a téléchargé la dernière version de la proposition d'investissement, le registre des transferts des 90 derniers jours et un accord signé mais non déposé entre Derek et Talia décrivant les parts de bénéfices prévues. Elle a tout copié, puis a vérifié une dernière fois pour s'assurer qu'aucune trace ne subsistait. Lorsqu'elle est retournée dans le hall, les invités prenaient leur manteau, chuchotaient des louanges, promettaient des suivis. Sandra se tenait près du grand miroir près de la porte d'entrée, celui qu'elle avait elle-même poli plus tôt dans l'après-midi. Il allait du sol au plafond, encadré de feuilles d'argent. Elle s'est regardée dedans maintenant, sa robe modeste, ses chaussures simples, sa posture élégante, mais c'est ses yeux qui ancraient le reflet, clair, illisible, affûté. Elle n'a pas vu une femme exclue. Elle a vu une femme sur le point de prendre sa place. Je n'ai pas été exclue de cette fête, pensa-t-elle. Je ne me suis simplement pas encore assise à la bonne place. La maison, autrefois remplie du chaos orchestré de Derek, respirait maintenant un calme qui semblait mérité. 3 jours s'étaient écoulés depuis la soirée cocktail, celle où Derek avait essayé d'effacer Sandra du récit avec un toast volé et une série de jeux de pouvoir. Il était à Boston maintenant, donnant prétendument une conférence sur les pivots stratégiques du marché. Elle imaginait les applaudissements, les sourires éclatants, la confiance suffisante qu'il portait comme une seconde peau.
Il n'avait aucune idée que son empire se fissurait déjà sous lui. Sandra était assise dans la bibliothèque, la seule pièce qu'il utilisait rarement. C'était devenu son quartier général. Les rideaux étaient tirés, projetant de douces ombres sur les murs lambrissés et les étagères anciennes garnies de livres qui n'avaient pas été ouverts depuis des années. Elle était assise dans le fauteuil à oreilles en cuir, le préféré de Derek autrefois, mais maintenant il lui appartenait. Sur le bureau reposait son téléphone, l'écran allumé avec la forme d'onde d'un enregistrement vocal. C'était le plus long clip qu'elle ait capturé jusqu'à présent. Elle a appuyé sur lecture et a de nouveau écouté la voix inimitable de Derek. Elle pense que je m'en soucie. Elle prend les pilules, dort pendant le désordre. J'ai tout préparé. Les comptes de retraite sont déjà vidés. Je n'ai même pas eu besoin de sa fichue signature. Et puis le rire, ce rire sec et arrogant qu'elle avait entendu 100 fois dans les salles de conseil et à huis clos. Seulement maintenant, c'était une preuve. Elle a transféré l'enregistrement sur son ordinateur portable et l'a joint avec un PDF proprement compilé montrant toute la piste de l'argent, chaque nom de compte, chaque virement, chaque société écran, Windsor Subholding, Tegrides Holdings, code de routage offshore, rendement déguisé. Elle l'a étiqueté simplement, inconduite financière et contrôle coercitif, DW Capital et affiliés. Marian attendait cela. Sandra a envoyé l'email avec le genre d'efficacité clinique qu'elle utilisait pour enseigner aux étudiants dans les amphithéâtres. Elle n'a pas hésité, n'a pas douté. Elle avait la vérité. Et elle était sur le point de raisonner bien plus fort que Derek ne l'avait jamais prévu. Mais elle n'avait pas fini. Elle a ouvert un deuxième dossier, celui-ci pour le bureau du comité d'éthique financière de l'État. Elle l'a écrit non pas comme une femme bafouée, mais comme une lanceuse d'alerte. Dans un langage calme et formel, elle a exposé les irrégularités, le mouvement illicite d'actifs matrimoniaux conjoints sans le consentement du conjoint, les violations de la loi ARSA et l'abus manifeste du devoir fiduciaire en relation avec la structuration du fonds interne de DW Capital. Les pièces justificatives étaient en béton, diagrammes, graphiques, transcriptions, métadonnées. Elle n'a pas signé de son nom. Au lieu de cela, elle a envoyé le paquet via un proxy crypté téléchargé via un email sécurisé créé il y a des semaines sous un nom qui ne pouvait pas être retracé jusqu'à elle. L'entête indiquait, urgent, demande d'enquête préliminaire, détournement d'actifs présumés et coercition médicale. Puis elle a attendu. 2 jours plus tard, alors qu'elle arrosait les plantes dans la véranda et préparait une théière de thé à la menthe, son téléphone a vibré. C'était Marian. Ils ont reçu le dossier, a déclaré Marian, sa voix basse, mesurée. Et ils le prennent au sérieux. L'État a déjà pris des mesures pour geler tous les biens et comptes d'investissement liés à Derek Whitmore. Effet immédiat. Sandra a fermé brièvement les yeux, laissant les mots s'installer dans sa poitrine comme un hymne silencieux. Marian a continué, il est interdit de vendre, de transférer ou même de négocier sur tout actif qu'il détient en son nom pendant 90 jours minimum. S'il essaie, il sera signalé et éventuellement poursuivi. Le voici, le premier mur qui s'élevait autour de lui, la première protection autour d'elle. Ce soir-là, après que le soleil se soit couché derrière les collines et que la maison lui appartienne à nouveau, Sandra est entrée dans la chambre. Ses doigts ont effleuré le bord d'une épaisse enveloppe de couleur crème posée sur sa coiffeuse. L'invitation de DW Capital. Elle était adressée à « Dr. Sandra Whitmore ». Il ne savait pas qu'elle viendrait. Il ne savait pas qui elle serait quand elle arriverait. Elle a ouvert son sac et y a glissé son ordinateur portable, la clé USB et un mince dossier noir contenant les documents originaux qu'elle avait conservés depuis le début. Les avenants au contrat, les relevés de compte, la chronologie. Puis elle a attrapé son manteau, un lainage bleu marine ajusté à la taille. Avant de quitter la pièce, elle s'est arrêtée devant le même miroir devant lequel elle avait pleuré tard dans la nuit, lorsque les mensonges et le silence de Derek lui semblaient une cage. Mais maintenant, la femme qui lui faisait face n'avait pas peur. Elle n'était pas brisée. Elle n'était même pas en colère. Elle était prête. Plus d'attente. Plus de regarder depuis la touche. Son reflet a regardé directement dans ses propres yeux. Vif, calme, résolu. Je ne suis pas celle qui est exclue de la pièce, pensa-t-elle. Je me préparais simplement à m'asseoir à la tête de la table. Elle a éteint les lumières et a fermé la porte derrière elle. La salle de conférence de l'hôtel Five Crest scintillait d'une élégance polie. Des accents dorés traçaient les lustres modernes au-dessus de nos têtes, et des instrumentaux doux bourdonnaient dans l'espace comme du velours.
Tout dans la pièce respirait le pouvoir. L'argent habillé de sobriété. Des cartons de table blancs impeccables ornaient chaque table, chaque siège étant un arrangement calculé de stratégie et de statut. À 18h30 précise, les lumières se sont légèrement tamisées, signalant le début de la soirée. Les invités se sont tus sur leurs sièges. Des investisseurs de premier plan, des journalistes de l'industrie, des consultants juridiques et des visages familiers des cercles financiers d'élite de Chicago. Tous ceux qui comptaient étaient là. Et puis, 5 minutes plus tard, la pièce a changé. Elle est entrée. Sandra. Elle a traversé les portes principales lentement, sans se presser, sa robe bleu marine taillée avec précision, le manteau assorti drapé comme s'il avait été cousu dans sa posture. Ses cheveux étaient relevés en un chignon impeccable, son maquillage parfait mais discret. Elle se déplaçait comme une femme habituée à être observée, mais plus surprise par cela. Les conversations se sont tues, les têtes se sont tournées. Même Derek, au milieu d'une phrase sur scène, a visiblement vacillé lorsqu'il l'a aperçue. Ce n'était pas un choc. C'était la reconnaissance d'une variable qu'il n'avait pas prévue. Une variable en talons. Elle n'a offert aucun sourire, aucun signe de la main, juste un regard, un coup d'œil froid et illisible avant de se diriger vers le fond de la pièce et de se tenir debout, les bras légèrement croisés, la posture impeccable. Derek s'est rapidement ressaisi. Il s'est approché du podium et a levé le micro. « Vous savez » a-t-il dit en gloussant avec juste ce qu'il fallait de charme de showman. « On m'a dit que j'étais audacieux d'épouser une professeure d'économie, une qui a autrefois confondu les intérêts composés avec les flux de trésorerie lors de notre première conversation. » Des rires légers ont parcouru la foule. Quelques-uns se sont penchés, attendant la suite. « Mais j'ai toujours cru à l'équilibre, et parfois, » a-t-il poursuivi en balayant la pièce du regard. « Vous avez besoin de quelqu'un qui ne pose pas trop de questions pour pouvoir vous concentrer sur la construction. » Plus de rires. Nerveux cette fois. Quelques regards échangés. Sandra n'a pas scié. N'a pas bougé. Derek s'est retourné vers l'écran du projecteur, prêt à passer à son jeu de diapositives soigneusement orchestrées. Des diapositives polies et revues pendant des semaines. Il se déplaçait avec l'aisance de quelqu'un qui pensait avoir le contrôle de la pièce et de l'histoire. Mais l'histoire n'était plus la sienne. Alors que la présentation se terminait et que des applaudissements polis se faisaient entendre, Sandra s'est avancée. « Puis-je » a-t-elle demandé, sa voix égale mais résonnante, attirant un silence instantané. Derek s'est figé. « Je ne serai pas longue » a-t-elle dit, se dirigeant déjà vers l'ordinateur portable sur scène. Juste quelques minutes, non pas en tant que femme de Derek Whitmore, mais en tant que personne qui a autrefois enseigné un cours sur l'analyse du risque financier. Elle a sorti une petite clé USB de la poche de son manteau et l'a insérée dans l'ordinateur portable. Le projecteur a clignoté. Un nouveau fichier s'est ouvert, affichant 2 documents presque identiques côte à côte. « Parlons de diligence raisonnable » a déclaré Sandra. « Voici le contrat de mariage que j'ai signé, déposé et dont j'ai été témoin. » Et ceci, a-t-elle pointé du doigt le 2e document. Est la version qui a été soumise au tribunal. Des surlignages rouges brillaient sur le 2e document. Une clause ajoutée après la signature, exclusion des actifs de retraite acquis via des sociétés d'investissement externes. Sandra a zoomé, laissant le public voir la ligne de métadonnées dans le coin inférieur. Modifié 6 semaines après la date d'exécution sans ma connaissance ni mon consentement. Des murmures ont parcouru la salle. Les lumières semblaient plus froides maintenant. Puis elle a cliqué sur la diapositive suivante. Un organigramme. Simplifié, clair et brutal dans sa simplicité. DW Capital, a-t-elle commencé, à créer une société holding, Windsor Subholding, qui a canalisé des capitaux vers un compte secondaire enregistré au Delaware. Ce compte était au nom de T. Rides Holdings. Un autre clic, la ligne a tracé plus loin, montrant les montants transférés, $185 000, $240 000, surlignés en gras. Cet argent, a-t-elle dit en se tournant vers la salle maintenant, a été déplacé de compte en propriété conjointe. Il n'a pas été déclaré. Il n'a pas été documenté. Mais il a été utilisé. Les invités du premier rang se sont penchés en avant. Quelques-uns ont levé leur téléphone pour photographier discrètement l'écran. À l'avant de la pièce, Talia Reid s'est levée brusquement. Son visage était pâle, son expression quelque part entre la panique et la rage. Ce n'est pas. A-t-elle commencé, mais personne n'écoutait.
Derrière elle, un investisseur plus âgé s'est tourné pour chuchoter à son collègue. Elle démolit tout, a-t-il dit, la voix basse et tendue. Elle expose la structure. Derek était figé, la main posée sur le podium, les yeux passant de l'écran à la foule à Sandra. Tout ce que vous avez construit, a déclaré Sandra plus doucement maintenant, a été construit sur un mensonge. Non seulement pour moi, mais pour vos partenaires, vos clients, vos investisseurs. Silence. Le cliquetis des couverts, le jazz feutré, même les murmures polis avaient disparu. À leur place, il y avait une tension si dense qu'elle pressait contre chaque coin de la pièce. Sandra s'est reculée de l'ordinateur portable. Elle n'avait pas l'air suffisante. Elle n'avait pas l'air victorieuse. Elle avait l'air sincère. Et cela, dans cette pièce, était l'arme la plus tranchante de toutes. L'air bourdonnait de chuchotements, quelques téléphones composaient déjà, des journalistes prenaient des notes. Quoique cet événement ait été censé être, quel que soit le dévoilement que Derek avait prévu, il avait été détourné. Non, récupéré par la femme qu'il avait le plus sous-estimée. Sandra s'est de nouveau avancée, cette fois tenant le microphone, non pas en tant qu'invitée, ni même en tant qu'épouse, mais en tant que témoin. Elle n'a pas eu besoin de dire grand-chose. Elle a simplement fouillé dans sa pochette, a tapé sur la petite application d'enregistrement vocal de son téléphone et l'a laissé jouer. Le son de la voix de Derek a rempli la pièce. Signe où tu seras la femme folle avec un dossier psychiatrique permanent. Sa voix était tranchante, froide, calculée. Le silence qui a suivi était absolu. Pas de rire, pas de chuchotement, juste le bourdonnement silencieux d'un lustre au-dessus de nos têtes et le poids du regard de tout le monde se tournant vers Derek. Puis est venu le mouvement suivant. Celui-ci du fond de la pièce. Marian Colès est entré par les portes principales, flanqué de deux hommes en costume gris portant des badges officiels de l'IRS. Ils marchaient avec détermination, sans hésitation, et se sont dirigés directement vers l'avant. L'agent le plus grand s'est adressé à Derek sans cérémonie. Monsieur Whitmore, nous sommes ici sous l'autorité de la division des crimes financiers de l'IRS. Vous êtes sous enquête concernant les activités financières associées à DW Capital et Windsor Subholding. Cette action découle d'un rapport de lanceur d'alerte. Le visage de Derek a blêmi. Il a fait un petit pas en arrière. Sa bouche a bougé, mais aucun mot n'est sorti. Un faible halètement a résonné de quelqu'un dans la foule. Puis une soudaine rupture du silence. Je viens de recevoir une alerte de la SEC. L'un des investisseurs de Morrison & Bryce s'est levé brusquement en agitant son téléphone. Notre fonds commun avec DW a été gelé. Leurs activités de blanchiment présumées sont liées à ces comptes écrans. C'est de la fraude. Un autre investisseur a claqué. De la fraude organisée et préméditée. Une troisième personne était déjà à mi-chemin de la porte, parlant d'urgence dans son téléphone. Arrêtez toutes les transactions avec DW Capital immédiatement. En quelques minutes, Derek est passé de l'hôte d'une célébration triomphale à un homme échoué dans les ruines de son empire en pleine décomposition. Sandra est descendue calmement des marches de la scène. Elle s'est dirigée vers la table principale où Derek se tenait toujours, silencieux, en sueur, et a sorti son vieux carnet en cuir usé. Elle l'a ouvert à la première page et l'a posé à plat devant lui. Tout ce que je savais, tout ce que tu n'as jamais remarqué, a-t-elle dit, sont ton composé mets d'acier. Puis elle s'est tournée vers Marian, offrant un signe de tête subtil. Un signal. C'était fait. Derek est resté immobile. Le bruit autour d'eux était revenu. Les murmures, les pas, le crépitement des médias entrant à l'extérieur. Mais au centre de tout cela, il y avait l'immobilité. La sienne. Il n'a pas discuté. Il n'a pas supplié parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Sandra est retournée au milieu de la pièce, s'est versé un verre de champagne au bar et l'a levé avec une grâce mesurée. Tu as dit que je ne comprenais pas la finance, a-t-elle dit, sa voix claire et résonnante. Eh bien, maintenant tu sais à quel point je la comprends. 3 semaines plus tard, le tribunal du comté de Cook était calme et digne, mais la tension dans l'air pulsait comme une ligne de basse sous l'immobilité. Ce n'était pas un procès pénal, pas encore. Mais les enjeux, financiers, émotionnels, sociaux, étaient suffisamment élevés pour faire taire même les habitués les plus blasés du tribunal. Derek était assis à la table de la défense, décharné et pâle. Le costume bleu marine qu'il portait était plus ample sur sa silhouette. À côté de lui, son avocat chuchotait de temps en temps, bien que Derek répondait rarement.
Ses yeux étaient ternes. Le sang-froid d'un maître investisseur s'était depuis longtemps effrité. Sandra, de l'autre côté de l'allée, avait l'air aussi calme que jamais. Pas de maquillage lourd, pas de flair dramatique, juste un chemisier noir, un pantalon sombre et une mallette en cuir souple à ses pieds contenant le contrat de mariage original. À côté d'elle, Marian examinait un classeur à onglets. Lorsque le juge a appelé l'audience à l'ordre, Marian s'est levée, s'avançant pour commencer. Elle a exposé le contrat de mariage falsifié, citant les métadonnées des documents, présentés de manière experte avec des horodatages montrant les modifications post-signature. Ensuite, l'agent de l'IRS a présenté l'audit financier, les retraits non déclarés, les transactions de sociétés écrans et la manipulation illégale du compte de retraite de Sandra. Les violations des statuts de employé retirement Income Security Act ont été mises à nu avec une clarté saisissante. L'avocat de Derek s'est levé pour contester. Votre honneur, nous maintenons que Madame Whitmore était au courant de ces comptes et transactions. Elle n'a jamais objecté, jamais remis en question. Cela, en droit, suggère un consentement implicite. Sandra n'a pas bronché. Elle s'est penchée, a ramassé son carnet et s'est dirigée calmement vers la barre des témoins. Elle l'a ouvert à la page datée de 18 mois plus tôt et a commencé à lire à voix haute ses propres notes détaillant les transferts de comptes, les noms de sociétés écrans et les prédictions des prochaines étapes de Derek. Cela reflétait le résumé du comptable judiciaire ligne pour ligne. Elle a levé les yeux vers le juge, stable. Je savais. Je n'ai pas approuvé. J'ai documenté et j'ai attendu d'en avoir assez pour que cela compte. Le juge l'a étudié un long moment avant de se tourner vers la table de Derek. En fin de compte, la décision a été rapide et tranchante. Le contrat de mariage a été annulé en raison d'une modification frauduleuse. Les actifs ont été divisés équitablement, ajustés pour tenir compte du détournement. Sandra a obtenu la pleine propriété de la maison, tous les droits sur le compte de retraite que Derek avait falsifié et un pourcentage de participation déterminé par le tribunal dans DW Capital. Les comptes de Derek ont été officiellement gelés, en attendant une enquête fédérale. Il lui a été interdit de participer à toute entreprise financière jusqu'à la conclusion de l'enquête en cours. À l'extérieur du palais de justice, l'air était froid mais pas mordant. Sandra a descendu calmement les marches du palais de justice. En s'approchant du parking, elle a croisé Talia. La femme qui lui avait autrefois souri avec suffisance lors de dîners somptueux se tenait maintenant sans maquillage, son expression vide. Sandra s'est arrêtée juste assez longtemps pour croiser son regard. Il t'a dit les mêmes choses qu'il m'a dites, a-t-elle dit d'un ton égal. La différence, c'est que je les ai écrites. Puis elle s'est éloignée. Pas pressée, pas triomphante, juste terminée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a senti le poids commencer à se lever. 6 semaines après le procès, la salle était silencieuse, mais chargée d'un but. Au centre de ressources pour femmes de Rogers Park, une modeste salle de classe accueillait un petit groupe de femmes, chacune assise avec des blocs-notes ouverts et des questions qui bouillonnaient derrière des yeux prudents. Sur le tableau blanc, d'une écriture nette, Sandra avait écrit « La finance n'est pas un territoire d'hommes. C'est la survie pour n'importe qui ». Sandra se tenait à l'avant, non pas avec un microphone, non pas derrière un podium, mais dans son élément. Elle parlait avec clarté, non pas en prêchant, mais en enseignant. Ils ont examiné comment distinguer les biens propres des biens communs, comment vérifier à qui appartient un acte de propriété, ce qu'un compte de retraite signifiait vraiment. Elle a utilisé des exemples réels, pas de la théorie. Elle ne leur donnait pas seulement des informations. Elle leur tendait des outils qu'elle aurait aimé qu'on lui donne il y a des années. Puis, du fond de la salle, une femme, peut-être au début de la soixantaine, a levé une main tremblante. « Mon mari garde tous nos papiers. Rien n'est à mon nom. Par où commencer ?» Sandra a fait une pause, son expression s'adoucissant. « Juste ici », a-t-elle dit doucement. « Avec cette question, et avec une signature, avec votre nom. » La salle s'est immobilisée. Ce n'était pas le silence de la peur. C'était l'éveil. Sur la table à côté d'elle reposait une maquette de la couverture de son livre à paraître prochainement. Derrière le grand livre, ce qu'il ne savait pas, je le savais. Il présentait une série d'histoires réelles de femmes qui reprenaient leur autonomie financière. Le premier chapitre, le sien. L'éditeur venait de confirmer une sortie nationale. Vers la fin de la session, Marian est apparue à la porte, adressant à Sandra un sourire complice. Alors qu'elles rassemblaient leurs affaires, elle s'est penchée et a chuchoté,
tu parles au printemps prochain. Conférence sur le droit et l'équité entre les sexes. Ils ont approuvé ton nom avant que je ne finisse ma proposition. À la maison, sur le bureau de Sandra, une photo reposait dans un cadre simple. Son moi plus jeune, autrefois maître de conférence à l'université, marqueur à la main, les yeux pleins de feu. Ce feu ne s'était pas éteint. Il avait juste trouvé un nouveau combustible. C'était un après-midi d'automne frais, le genre où le soleil adoucit tout ce qu'il touche. Dehors, devant la maison qu'elle possédait maintenant seule, Sandra se tenait immobile sur le porche. Les feuilles tombaient des érables en rouge et en or, attrapées par la brise comme des confettis pour une victoire tranquille. Elle a regardé la porte, le cadre en bois qui avait autrefois tenu une plaque indiquant « M et Madame Whitmore ». Sa main s'est levée et l'a doucement enlevée. À sa place, elle a accroché une nouvelle enseigne. Simple, élégante, la sienne. S. Whitmore, défenseur de la littératie financière. Pas de nom partagé, pas de titre conjoint, juste sa propre identité, gagnée et inébranlable. Pendant un moment, elle a laissé son esprit vagabonder. Elle a vu des éclairs, des verres en cristal avec un rouge à lèvres inconnu, des reçus d'hôtel avec de fausses villes, le sourire suffisant de Derek alors qu'il déclarait qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter de l'argent, et son silence stupéfait lorsqu'elle a projeté leur crime sur un écran de 20 pieds. Mais il ne restait plus d'amertume, plus de serrement dans la poitrine, juste la fermeture. Son téléphone a vibré. Un message de son éditeur a illuminé l'écran. Vous avez été nominé pour le livre le plus inspirant pour les femmes américaines 2020. Elle a souri, non pas avec incrédulité, mais avec la certitude calme de quelqu'un qui avait récupéré non seulement une maison, mais une voix. Elle a préparé une théière, s'est assise sur les marches de devant avec un stylo et son contrat d'édition, et a commencé à signer. Pour la première fois, pensa-t-elle, je signe un contrat sans demander la permission de personne. Et cette fois, mon nom est tout en haut. Parfois, les batailles les plus silencieuses sont les plus puissantes, celles qui se livrent à huis clos, avec le silence comme armure et la vérité comme l'arme la plus tranchante. La guérison ne rugit pas toujours. Parfois, elle commence par un murmure. Je mérite plus. Et la force. Ce n'est pas dans la force de notre réaction, mais dans la profondeur de notre reconstruction. Parce que dans un monde qui efface souvent les histoires de femmes, récupérer son nom est la rébellion la plus audacieuse de toutes. Si cette histoire vous a ému, nous aimerions connaître votre avis. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre ou de vous abonner pour plus d'histoires qui parlent de la force cachée en chacun de nous.